Merci Majo pour ces propos trop aimables. Je suis très content d'être ici cet après-midi et je vous remercie d'être venu malgré vos nombreuses occupations. Alors ce que je voudrais faire aujourd'hui, c'est de discuter avec vous des changements démographiques en Afrique, mais quelles sont les opportunités économiques qui pourraient se présenter suite à ces changements démographiques. Je vais diviser cette présentation en 4 parties. La première, ce sera, après un petit préambule, une explication de la démographie de l'Afrique, quels sont les enjeux actuels, etc. Donc poser le décor de la démographie de l'Afrique. Ensuite, j'essaierai d'examiner avec vous les conséquences, les diverses conséquences, il y en a beaucoup, de cet accroissement démographique en Afrique. Et ça, ce seront les 2 premières parties de la présentation. Nous ferons une petite pause de quelques minutes entre les deux. Et après, 3e et 4e partie, le dividende démographique, qu'est-ce que c'est? Je vous rassure tout de suite, ce n'est pas quand on rencontre 2 démographes dans le couloir. Ce n'est pas ça le dividende démographique, c'est quelque chose d'autre. Mais j'expliquerai. Et ensuite, comment est-ce que l'Afrique pourrait éventuellement bénéficier elle-même d'un dividende démographique. Donc ça, c'est la présentation, 4 parties, avec une petite césure, une petite coupure entre les 2 premières parties et les 2 dernières. Et ensuite, il y aura quelques conclusions, quels sont les enjeux actuellement. Alors, je vous signale qu'il y a une très grande conférence de démographes qui aura lieu à Cape Town la semaine prochaine, donc je vais y aller pour présenter le livre. Et le livre, c'est celui-ci que vous avez peut-être vu. Et j'ai même un exemplaire de la bibliothèque de l'Académie royale de Belgique, heureusement, parce que comme ça je ne devais pas le transporter, ça pèse 1,5 kg, et avec les restrictions de bagages en avion de nos jours, c'est assez difficile. Alors ce livre, il vient... D'abord, je dois vous dire que le sujet du dividende démographique, et je vous explique en 2 mots ce que c'est un changement dans la structure par âge, c'est le fait qu'il y a relativement plus d'actifs que de dépendants, surtout de jeunes dépendants. Et donc, si ces actifs ont un travail, une occupation, ils peuvent générer un surplus économique. Et comment est-ce qu'on va utiliser ce surplus économique, etc. Alors, c'est assez complexe parce qu'il y a différents dividendes démographiques, il y a différentes conditions, il y a des conditions nécessaires et des conditions suffisantes. Tout ça, on est en train de travailler là-dessus, mais c'est un sujet qui a repris, si je puis dire, qui a capté l'imagination de toute une série de gens, et on ne parle plus que de ça en Afrique, dans la démographie africaine. Le dividende est là, le dividende arrive, il va arriver, il n'y a pas de problème, ça va aller très bien. Alors que les choses sont un peu plus complexes. Il faut toute une série de conditions qu'il faut mettre en œuvre, notamment pour la formation du capital humain, éducation et santé, et qu'il faut mettre en place avant de capter ces dividendes. Alors, il y a eu beaucoup de travail. Le concept même du dividende a été créé par 2 démographes, un démographe américain et un démographe irlandais, je pense, les David Bloom et David Canning de Harvard University. Et ils ont examiné la situation de l'Asie, le miracle économique asiatique, et dans lequel on a vu que le changement de structure par âge avait été très important. Et donc, comment est-ce qu'on pourrait reproduire, répliquer, pour parler franglais, ce phénomène dans la situation actuelle de l'Afrique. Il y a eu plusieurs travaux qui ont été faits non seulement par les 2 David Bloom et David Canning, plusieurs autres. La Banque mondiale, où j'ai travaillé pendant 15 ans, a fait également un livre sur le dividende démographique, travail que j'avais lancé avant de quitter la banque, obligé d'aller à la retraite à 62 ans, ce qui est beaucoup trop tôt. Et avec un collègue suisse qui s'appelle Hans Groth, qui est suisse et allemand, et qui est le président du World Demographic and Aging Forum, qui est à l'université de Saint-Gall, en Suisse, à 1 heure à l'est de Zurich. On a décidé, il y a 3 ans et demi, 4 ans environ, après s'être rencontrés dans la gare de Zurich, et moi j'avais le Financial Times, on ne s'était jamais vu, donc on s'est reconnus comme ça. On a décidé de faire ce livre pour essayer de baliser quelles sont les différentes implications, les différentes dimensions du dividende démographique.
Alors le livre lui-même a été généreusement, je dois dire, financé par la coopération suisse, le département d'ESA. Et on a eu également un petit peu de financement de certaines fondations américaines. Donc on a pu engager un research assistant, on a pu engager quelques personnes pour nous aider. On a pu aussi donner un petit honoraire aux différents auteurs de chapitres. Il y a 50 auteurs, dont un bon tiers sont des spécialistes africains ou affiliés à des institutions africaines. Et alors le titre, ça a été toute une histoire, parce qu'on a discuté de ce titre avec l'éditeur. L'éditeur, c'est un éditeur hollandais, Springer. Et ils ont évidemment leur voix au chapitre, parce qu'il paraît que les livres se vendent simplement d'après le titre. Les bibliothèques voient le titre et on achète un livre. Si le titre n'est pas sexy, si j'ose dire, on n'achète pas. Donc on a essayé de trouver quelque chose qui sortait un peu de cette dichotomie, parce qu'on présente toujours le dividende comme une sorte de panacée, et on dit aux pays africains, si vous n'avez pas de dividende, vous aurez un désastre, on vous prévient, ce sera le dividende ou ce sera le désastre. Et donc c'était un peu réducteur à notre vue, et donc on s'est creusé la cervelle et on a trouvé ce titre, l'Afrique, la population de l'Afrique, donc on est à la recherche d'un dividende démographique. Et je pense que ça pose bien les choses. Il y a une possibilité d'avoir un dividende démographique, mais ce n'est pas absolument garanti. Alors j'ai eu l'occasion de présenter le livre à Christine Lagarde, qui est la directrice du Fonds monétaire, et j'ai de la chance parce qu'elle lit certains de mes livres. Bon, j'ai une lectrice assidue. Et elle trouvait que ce titre était en effet excellent parce qu'on n'était pas réducteur, on sortait de cette dichotomie et on sortait de ce manichéisme, si je peux dire, qui souvent entoure les discussions sur le dividende. Alors, le livre lui-même, et ici je suis toujours dans le préambule de la présentation, on essaye de poser le paysage démographique de l'Afrique, c'est la première partie. Vous pouvez trouver le livre en ligne, vous pouvez même l'acheter par chapitre. Donc il ne faut pas acheter tout le livre si ça ne vous intéresse pas. Vous achetez seulement un chapitre, $30. Si on a pris quelques grands pays, donc le Nigeria, les 3 grands pays de l'Afrique au point de vue démographique sont le Nigeria, bien entendu, l'Éthiopie, comme vous le savez, et ensuite la République démocratique du Congo. Je ne parle pas d'Égypte qui n'est pas dans l'Afrique subsaharienne. L'Égypte est un autre grand pays. Et on a balisé ces différents pays. On a eu aussi un chapitre excellent sur l'Afrique du Sud par un démographe sud-africain que je verrai à Cape Town la semaine prochaine. Et nous avons fait également un chapitre sur le Sahel, plus 4 chapitres sur les différents pays en fonction de leur niveau dans la transition démographique. Et ça, je vais en parler dans quelques instants, le concept de la transition démographique. Par la suite, deuxième partie, le déclencheur du dividende démographique, fécondité, mortalité, éducation, emploi, un très bon chapitre sur l'emploi, les défis du développement, que vous voyez, croissance économique, gouvernance, ressources naturelles, sécurité alimentaire, changement climatique, et enfin, politique et intervention, comment essayer de répliquer, donc de reproduire ce phénomène du dividende démographique en Afrique, comment le modéliser et comment tenir compte des situations de conflit et de post-conflit en Afrique. Alors on a eu la chance, il y a quelques jours d'ailleurs, il y a le nouveau numéro de Population and Development Review qui vient de sortir. Et on a eu un assez bon compte-rendu de John Bongars, qui est un démographe assez connu à Population Council. Il nous a dit que ce livre, à son avis, donnait vraiment une collection d'essais la plus complète sur le sujet pour le moment. Ceci dit, je voudrais, bon, il ne faut pas se reposer sur nos petits lauriers, je voudrais vraiment insister sur le fait que toute cette recherche est une recherche qui est en cours. Il y a toute une série de choses qu'il faut continuer à creuser. Et je travaille là-dessus avec un collègue de l'université de Georgetown, professeur Vincent Turba, qui est un économiste. Et il faut qu'on regarde de plus près les taux de dépendance économique, les taux de dépendance
démographiques, les taux de dépendance économique, j'en parlerai. Donc tout ce que je vais dire maintenant, c'est vraiment comme disent les Américains, it's a work in progress. C'est vraiment du travail qui est en train de se faire. Il y a différentes écoles. Il y a l'école des National Transfer Accounts, qui, elle, regarde plus les transferts monétaires entre générations. Il y a l'école du dividende démographique qui est plus centrée sur le dividende démographique lui-même et sur les aspects démographiques. Donc il y a vraiment toute une série de choses qu'il faut continuer à creuser, à baliser, à conceptualiser. Et donc, je le répète, c'est un travail qui est en cours, qui est loin d'être achevé et qui va évoluer. La semaine prochaine, lors de la conférence de l'Union internationale pour l'étude scientifique de la population, c'est une conférence qui a lieu tous les 4 ans. Pour la première fois, il aura lieu en Afrique subsaharienne, à Cape Town. Et il y aura certainement des discussions. Et je présente d'ailleurs avec le professeur Vincent Turba et mon collègue Hans Groth, nous présentons un papier justement sur les politiques qu'il faut mettre en place pour essayer d'obtenir un dividende démographique. Alors, ce préambule étant posé, je voudrais arriver à la première partie de cette présentation, à savoir la démographie de l'Afrique subsaharienne. Quand on parle d'Afrique subsaharienne, on parle de toute l'Afrique sauf l'Afrique du Nord, donc les pays d'Afrique du Nord. Et il y a 4 régions, je les détaillerai tout à l'heure, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique de l'Est, l'Afrique centrale et l'Afrique australe. Alors, quelques chiffres d'abord pour poser le décor. Il y a une diapositive qui me manque, mais je vais vous la donner. Donc il y a environ 1 milliard d'habitants actuellement en Afrique subsaharienne. C'est un continent qui est très fragmenté parce qu'il y a 48 pays souverains. Les projections démographiques sur l'Afrique donnent actuellement 2,2 milliards d'habitants en 2050. Et on pense atteindre environ 4 milliards d'habitants en 2100. Les Nations Unies font maintenant des projections sur 100 ans, enfin de 2015-2017 jusqu'à 2100. Et donc ça, c'est l'hypothèse moyenne des Nations Unies, c'est-à-dire que tous les pays africains arriveraient plus ou moins à 2 enfants par femme. Vous connaissez le fameux taux de remplacement, le fameux 2,1, donc le nombre d'enfants que les couples ont besoin d'avoir pour remplacer les générations. Eh bien, si la fécondité arrivait à la fin du siècle à environ 2 enfants par femme, on aurait ces chiffres, 1 milliard d'habitants actuellement en Afrique subsaharienne, 2,2 milliards en 2050 et 4 milliards peut-être en 2100. Actuellement, le taux de fécondité, donc l'ISF, l'indice synthétique de fécondité, est de 5 enfants par femme. Pour l'ensemble du monde, on est à 2,5 enfants par femme, donc on est quand même au double du niveau mondial. Et le taux de prévalence contraceptive pour les méthodes modernes est actuellement de 26% en Afrique. Pour obtenir un taux de remplacement, le fameux 2,1 en Afrique, qui est un peu plus élevé que 2,1 parce qu'il faut tenir compte de la mortalité, mais ça c'est un détail technique. Pour arriver donc à ce 2,1, il faudrait avoir une couverture contraceptive d'environ 75% ou plus de femmes qui utilisent une méthode moderne de contraception. C'est ce que Charlie Westhoff de Princeton University a appelé la révolution contraceptive. On est loin de là en Afrique puisqu'on est à peu près à 1/3 de ce dont on a besoin pour arriver à cette prévalence, à ce taux de remplacement des générations. Alors 2 petites choses qui sont très importantes. Tout d'abord, les situations en Afrique sont très diverses. Ça, je crois qu'il faut absolument insister. Par exemple, la fécondité à Addis Abeba est actuellement de moins de 2 enfants par femme. C'est la capitale de l'Éthiopie. Pourquoi ? Il y a toutes sortes de raisons. Les hommes migrent dans la capitale et laissent les femmes au village ou dans les villes intérieures. Il y a un problème de logement, donc on ne peut pas démarrer une famille. Donc il y a vraiment une situation qui est très diverse. C'est surtout l'Afrique rurale qui connaît toujours une fécondité très élevée. L'Afrique urbaine bouge beaucoup plus vite et déjà
en grande partie très avancée dans sa transition de fécondité. Une autre chose, en donnant les chiffres d'1 milliard, 2,2 milliards, 4 milliards d'habitants d'ici la fin du siècle, je parle de l'hypothèse moyenne des Nations Unies, donc 2 enfants à peu près par femme à la fin du siècle. Les Nations Unies ont une hypothèse haute, un demi-enfant en plus, elles ont également une hypothèse basse, un demi-enfant en moins. Donc il y a une fourchette, si vous voulez, de 2,5 enfants à 1,5 enfants en passant par 2 enfants. Hypothèse haute, hypothèse moyenne, hypothèse basse. Actuellement, il semblerait que l'évolution de l'Afrique soit plutôt calée sur le niveau haut, c'est-à-dire la variante haute de ces projections, et pas vraiment sur la variante moyenne. Alors j'en veux pour indice, si vous voulez, les chiffres du Population Reference Bureau, où je travaillais auparavant, et qui chaque année font un poster sur la population mondiale. Et eux, chaque fois, la première chose que je regarde dans ce poster, chaque année, les données sont publiées en août, c'est de voir quel est le taux de fécondité en Afrique, donc 5 enfants par femme, quel est le taux de prévalence contraceptive, 26%. Et ces chiffres n'évoluent pas beaucoup. Depuis 2-3 ans, on est toujours à 5 enfants par femme, on est toujours à 26% de prévalence contraceptive. Donc il n'y a pas vraiment une évolution rapide de cette transition de fécondité. Alors j'ai beaucoup parlé de la transition de fécondité, c'est la prochaine diapositive, ce sont les différentes phases de la transition démographique. C'est un schéma qui vient du Population Reference Bureau. Et je dirais que l'Afrique a bien entendu commencé sa transition de fécondité parce que la mortalité a déjà beaucoup baissé. La mortalité infantile et juvénile est déjà très avancée. Mais la transition de fécondité est beaucoup plus lente. Donc il y a, comme disait Feu Jack Caldwell, qui est un démographe australien, il y a une lente érosion de niveau très élevé de fécondité. On est toujours dans les 5 enfants par femme en moyenne et ça décline, mais très très lentement. Alors l'Afrique est probablement quelque part ici dans cette transition de fécondité, puisque le taux brut de mortalité qui est en bas baisse en premier lieu, suivi avec un certain décalage par une baisse du taux brut de natalité. Et ce qui se passe en Afrique, c'est que non seulement cette baisse du taux brut de natalité est plus lente, et il y a une sorte de contradiction, si vous voulez, entre la baisse très rapide de la mortalité infantile et juvénile, ce qui est une bonne nouvelle, mais ça, évidemment, ça ajoute à l'accroissement démographique parce qu'il y a plus de survivants, et une baisse beaucoup plus lente de la fécondité. Mais ce qui se passe, c'est que l'évolution de la contraception en Afrique va lentement, environ un demi-point de pourcentage par an, alors qu'il faudrait peut-être penser à avoir des taux de prévalence contraceptive qui augmentent de 1,5 point de pourcentage par an pour vraiment entraîner ce mouvement de manière plus rapide. Alors, bien entendu, au début de la transition, vous avez un équilibre à des niveaux élevés de mortalité de natalité, et puis on arrive à des niveaux beaucoup plus faibles, mais de nouveau en équilibre. Et entre les deux, c'est simplement la différence arithmétique du taux brut de natalité, du taux brut de mortalité, vous donne directement le taux d'accroissement annuel. Donc c'est assez simple sur le plan des équations. Donc quand on a cette transition démographique qui est assez lente en Afrique, il faut penser aussi à une autre transition, qui est la transition épidémiologique. La transition épidémiologique qui fait que de maladies communicables, on passe graduellement à des maladies non communicables, des maladies dites de civilisation, donc les cancers, les diabètes, les maladies cardiovasculaires. Et au début, ce sont des maladies infectieuses qui sont petit à petit contrôlées. Ça, c'est quelque chose d'assez classique. Il y a également une transition migratoire, c'est que beaucoup de pays qui ont connu des transitions démographiques et des transitions épidémiologiques connaissent également une transition migratoire, c'est-à-dire qu'à la fin du processus de transition, au lieu d'envoyer des émigrants, ils en reçoivent, ce qui semble le cas actuellement en Europe, puisqu'il y a eu quand même un afflux important de migrants et d'immigrants dans les pays européens.
Je signale entre parenthèses que la transition démographique en Europe au siècle dernier, et même avant, à la fin du XIXe siècle, a été en fait allégée, si je puis dire, parce qu'il y a eu un envoi massif de migrants de l'Europe vers les États-Unis. On parle environ de 52 millions de personnes qui ont quitté l'Europe pour aller s'installer aux États-Unis, sans parler de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande, etc. Donc il y a eu des zones de peuplement qui ont été faites. Actuellement, l'Afrique doit faire sa transition démographique dans un monde qui est un monde plein. Donc le monde n'est pas aussi vide qu'avant. Et donc c'est beaucoup plus difficile pour l'Afrique de gérer cette croissance démographique, puisqu'on parle quand même d'un quadruplement possible de la population subsaharienne entre maintenant et la fin du siècle. Donc cette croissance démographique très rapide va devoir se faire dans un monde qui est plein et dans lequel les possibilités d'émigration seront beaucoup plus difficiles. Alors les pays de l'Afrique subsaharienne, d'abord il y a d'énormes variations de l'indice synthétique de fécondité par pays. Il y a toujours des pays à forte fécondité, notamment le Niger, qui est maintenant le record mondial, 7,3 enfants par femme. À l'autre extrême dans le monde, on a les Taïwan du monde ou les Corée du Sud qui sont à 1,2 enfants. Donc il y a quand même une fourchette assez large. Alors, il y a bien entendu toute une série de contextes au niveau national dans les pays qui jouent. La religion, l'appartenance ethnique peuvent influencer les niveaux de fécondité. Il y a le fait que la fécondité varie également selon les quintiles de richesse. Donc on peut diviser les pays en 5 groupes de 20% de gens, les 20% les plus riches, les 20% suivants, etc., les 20% les moins riches. Et on voit aussi que la fécondité change fortement selon les quintiles de richesse. Et on pourrait imaginer que ce serait seulement certains segments de la population qui pourraient bénéficier du dividende démographique. Ça, c'est un point, à mon avis, assez important. Alors, il y a aussi, bien entendu, l'urbanisation rapide et la formation de bidonvilles, comme on le voit notamment à Nairobi, puisqu'on parle beaucoup du Kenya aujourd'hui, je pense, puisqu'ils allaient aux élections. Alors, les différentiels de fécondité dans le monde sont très importants. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de constater que dans la plupart des régions du monde, il y a eu une baisse importante de la fécondité depuis les années 60, 70, mais qu'en Afrique, ça s'est fait de manière beaucoup plus lente. Alors il y a deux façons de voir les choses. On peut dire, bon, l'Afrique est arrivée en retard dans sa transition de fécondité, mais d'un autre côté, on peut dire qu'elle a commencé plus tôt parce qu'elle n'avait pas atteint les niveaux de développement socio-économique des autres pays qui eux-mêmes étaient entrés avant en transition de fécondité. Donc de nouveau, il faut nuancer. Je crois qu'il y a plusieurs façons de voir les choses. On peut voir la bouteille à moitié vide ou à moitié pleine. Mais ce qui est important, et j'espère que ces diapositives vont sortir, voilà, ça sort bien, c'est la pyramide des âges. Alors vous connaissez tous la pyramide des âges, vous l'avez vu, les hommes à gauche et les femmes à droite, toujours. Et ici, c'est la pyramide des âges du monde en 2015. Et on voit que cette pyramide est déjà assez rectangulaire à la base. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu une baisse de fécondité. Je vous rappelle que le nombre d'enfants moyens par femme au niveau mondial est de 2,5 enfants. Donc on est vraiment dans un monde dont la structure par âge est en train de changer. Il y a de moins en moins, relativement parlant, de jeunes à la base de la pyramide et il y a relativement plus d'actifs entre 15 et 64 ans qui se trouvent au centre de la pyramide. Alors si on regarde la même pyramide pour l'Afrique, on voit que les choses en fait n'ont pas beaucoup changé depuis 70. De 70 à 2014, et ceci a été fait par le Population Reference Bureau, il n'y a pas vraiment un changement de la structure par âge, sauf une légère baisse ici à la base, une légère baisse à la base, et qui probablement vient des pays d'Afrique du Nord, ne vient même pas des pays d'Afrique subsaharienne. Alors il y a deux régions en Afrique
qui connaissent maintenant déjà une baisse de fécondité assez importante, c'est l'Afrique du Nord, bien entendu, le Maghreb et le Mashrek, et c'est aussi l'Afrique australe, l'Afrique du Sud, etc. Mais l'Afrique australe, ça représente 7% de la population de l'Afrique subsaharienne, donc ce n'est pas très important. Et on voit ici dans la diapositive suivante, et ça vient de The Economist, qui avait repris des travaux que j'avais faits avec un collègue français, et on voit que c'est vraiment le cœur du problème, si vous voulez, il est ici. Il est dans les 3 régions de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique centrale, de l'Afrique de l'Est, qui sont toujours les poids lourds de cette croissance démographique que l'on connaît actuellement dans la région. Et donc l'Afrique australe, qui est ici en bas, donc il y a 5 pays, est déjà beaucoup plus avancée dans sa transition, et l'Afrique du Nord, bien entendu, est beaucoup plus avancée également. Donc c'est vraiment dans ces 3 régions, Afrique de l'Ouest, Afrique centrale, ou l'Afrique du milieu, comme on l'appelle, ou l'Afrique de l'Est, que les choses doivent vraiment commencer à bouger pour que l'on puisse enclencher cette transition de fécondité. Je reviendrai sur ce graphique parce qu'il y a un autre module ici sur l'urbanisation, mais je pense que je le reprendrai dans quelques diapositives. Alors, en ce qui concerne les débuts de la révolution contraceptive en Afrique, il y a des pays qui manifestement se sont lancés dans cette révolution contraceptive. On parle beaucoup de l'Éthiopie, on parle du Rwanda. Ce sont 2 pays qui sont passablement autoritaires, il faut le dire. Mais il y a aussi maintenant le Kenya, où la transition de fécondité a repris, le Malawi, le Ghana. Donc il y a toute une série de pays qui sont arrivés déjà à faire baisser leur fécondité. Mais alors le problème, c'est que souvent, quand ils ont commencé à faire baisser leur fécondité, au Kenya, on part de 8,1 enfants par femme, c'est quand même assez élevé. On arrive à un niveau de fécondité qui est beaucoup plus faible, mais sur lequel les pays restent calés pendant toute une série d'années, parfois pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans. C'est ce qu'on appelle les fameux fertility stalls, c'est-à-dire que la fécondité plafonne à un certain niveau. Et donc c'est une descente, une baisse de la fécondité en palier, si vous voulez. Alors, dès les années 60, des pays d'Asie, de l'Est et du Sud ont adopté des politiques de population axées sur la baisse de fécondité. Il y a des efforts internationaux qui ont été relayés par des organisations nationales. Il y a eu un rôle très important du Population Movement, tout ce mouvement lancé par toute une série de fondations américaines, Rockefeller, Ford Foundation, Population Council, etc., etc., et le travail de l'USAID. Donc il y a eu énormément de travail qui a déjà été fait, mais ce que je veux dire, c'est qu'en Afrique, il y a toujours beaucoup à faire, et on le voit ici en comparant les taux de prévalence contraceptive, c'est-à-dire le nombre de femmes entre 15 et 49 ans, donc des femmes en âge de reproduction, qui utilisent une méthode moderne de contraception. Et je compare ici des pays émergents et des pays d'Afrique subsaharienne. Et on voit que certains pays, le Bangladesh, la Corée, ont fait d'énormes progrès, mais que les pays ici tout en bas, la République démocratique du Congo, le Nigeria, tous ces pays-là n'ont pas énormément bougé, avec quelques exceptions, le Kenya dont j'ai parlé, et l'Éthiopie où il y a eu une certaine baisse de la fécondité et une augmentation de la planification familiale. Alors, ce qui est intéressant, c'est que tous les pays émergents ont connu une transition démographique et de fécondité rapide, et que donc si les pays africains veulent aussi arriver à être un jour des pays émergents, ils devront aussi arriver à accélérer cette baisse de la fécondité. Dans le cas de l'Éthiopie en particulier, ici la ligne rouge, ce qui est très intéressant, c'est que les dernières enquêtes, et vous savez qu'on a des enquêtes démographiques et de santé en Afrique qui sortent régulièrement, certains pays en ont parfois tous les 3-4 ans, on voit qu'il y a déjà probablement un début de ralentissement dans la baisse de la fécondité en Éthiopie.
On pourrait très bien imaginer que l'on ait un fertility stall en Éthiopie, comme on l'a eu dans d'autres pays, et on pourrait imaginer que la fécondité baisse par palier et reste calée pendant un certain temps sur environ 4 enfants et demi par femme. Tout ça va nécessiter bien entendu de changer les normes sociales parce qu'il y a toujours une fécondité désirée qui est assez élevée. Et là je reprends une photo qui est également dans l'article de The Economist et en 2014 et qui représente ce monsieur probablement du Nigeria qui a l'air assez heureux avec ses nombreux enfants dans sa voiture décapotable. Dernière chose sur la situation de l'Afrique, on en a beaucoup parlé, à savoir le sida et l'épidémie de sida. Est-ce que ça a été un vrai désastre démographique? Est-ce que ça a été une opportunité pour mettre en place des programmes de santé? Je pense que, à mon humble avis, enfin c'est un avis personnel, cette épidémie de sida n'a pas remis fondamentalement en question la forte croissance démographique de l'Afrique. Elle a probablement changé les structures par âge dans certains pays de l'Afrique australe qui a été plus touchée, mais elle n'a pas vraiment remis en question. Alors qu'il y a 15-20 ans, c'était un peu l'idée reçue parmi les démographes, et beaucoup de démographes africains d'ailleurs, qui disaient que l'épidémie de sida allait remettre en question la croissance démographique, allait elle-même l'arrêter. Et il y avait même eu des projections du Bureau of the Census, le bureau du recensement américain, qui prévoyait des croissances négatives dans toute une série de pays d'Afrique australe suite à l'épidémie de sida. Ça ne semble pas avoir été le cas, en partie parce qu'il y a eu toute une série d'interventions, notamment les trithérapies, qui ont fait que les épidémies ont pu être, pas contrôlées, mais ont pu être modérées, et que les personnes infectées étaient moins contagieuses parce que justement la charge virale qu'elle contenait pouvait diminuer grâce aux antirétroviraux. Alors ça c'est pour la présentation de la démographie de l'Afrique, donc c'est la première partie de cette leçon. Comme vous voyez, c'est une situation extrêmement variée. Il y a 48 pays souverains, il y a des milieux urbains, des milieux ruraux. Il y a des poches où il y a déjà des baisses de fécondité très importantes. On parle beaucoup d'Addis Abeba, puisqu'il y a déjà un niveau de fécondité en dessous du niveau de remplacement. Il y a toute une série de choses qui se produisent. Mais il y a malgré tout, sur le plan de l'accélération de la baisse de fécondité, je pense qu'il y a encore pas mal d'efforts à mener parce que les programmes de planification familiale progressent, mais comme on dit souvent en Afrique, ça va un peu. Ça ne va pas très vite, ça va lentement, ça augmente d'un demi-point de pourcentage de prévalence contraceptive par an, alors que des pays en Asie qui ont connu des baisses de fécondité beaucoup plus rapides étaient parfois à 2 points voire 3 points de pourcentage d'augmentation de la prévalence contraceptive, points d'augmentation par an. Donc c'était vraiment des pays qui ont réalisé leur révolution contraceptive. L'Afrique actuellement a encore du chemin à faire puisqu'on est à peu près 25-26% et il faudrait arriver à 75% de couverture contraceptive. Maintenant j'en arrive à la deuxième partie de cette présentation. Et je vais essayer de baliser rapidement quelles sont les différentes conséquences de l'accroissement démographique, mais je ne vais pas être exhaustif, parce qu'il y en a beaucoup, je vais me concentrer sur certaines, et entre autres sur une partie qui est assez importante, à savoir la situation énergétique de l'Afrique, parce qu'il y avait cette semaine ici à l'Académie royale des sciences d'outre-mer, qui a organisé un colloque sur l'énergie durable en Afrique, auquel on m'a demandé d'intervenir sur les questions démographiques pour me poser le problème démographique par rapport à ce problème énergétique. Alors il y a toute une série de choses que l'on doit réaliser, en fait, dont on doit tenir compte, les zones fragiles, l'urbanisation, les migrations, l'énergie, l'eau, l'environnement et les conflits. Alors cette carte ici vient de notre ouvrage. C'est une carte qui a été faite par le Population Reference Bureau et je reprends cette zone sahélienne qui est énorme et qui couvre vraiment, qui coupe toute l'Afrique
en dessous du désert du Sahara, et qui est une zone malheureusement où les indices de développement sont faibles, que ce soit l'éducation, la santé, etc. Et c'est une zone également qui connaît actuellement des turbulences géopolitiques suite à l'arrivée de Al-Qaïda du Maghreb islamique, etc. Enfin, vous suivez les nouvelles dans les journaux. Donc c'est une zone qui devient vraiment une zone difficile. Je reviens un moment sur l'urbanisation et je vous demande de regarder la partie ici à gauche de ce graphique, à savoir une urbanisation considérable dans des grandes villes comme Lagos, Kinshasa, le Caire bien entendu, mais qui n'est pas en Afrique subsaharienne, Dar es Salaam, Luanda, Nairobi. Ce sont vraiment des grandes villes qui deviennent de moins en moins gérables. On parle beaucoup de Kinshasa, qui devient une espèce d'agglomération énorme dans laquelle il n'y a pas vraiment de services publics, etc. Après l'urbanisation, et l'urbanisation est un phénomène important, parce que l'Afrique subsaharienne est en retard par rapport au niveau d'urbanisation du monde dans le monde. Il y a toujours, actuellement on est à peu près à entre 50 et 55% de gens qui habitent en ville au niveau mondial, et l'Afrique subsaharienne est environ entre 35 et 40%. Donc il y a un retard que l'Afrique subsaharienne devra combler. Maintenant, il faut faire attention parce que les définitions des zones urbaines sont très différentes de pays à pays. Si vous avez 200 personnes dans un endroit en Norvège, vous avez une ville, mais il vous en faut 15 000 en Inde. Donc les différences de définition sont totalement différentes. Dans les migrants, et ici c'est un camion, je crois que tout le monde connaît cette photo, il y a de plus en plus de migrants internationaux dans le monde. Actuellement, on est à environ plus ou moins 245-250 millions de migrants internationaux, c'est-à-dire des gens qui sont nés dans un pays et qui habitent dans un autre pays depuis au moins un an. Et ce chiffre a augmenté régulièrement au fil du temps, depuis qu'on prend ce genre de statistiques à la division de population des Nations Unies. Il y en avait 75 millions en 1975, maintenant on est à 244 millions environ en 2015. Et ce mouvement s'est ralenti légèrement à cause de la grande récession de 2008. Donc il y a eu moins de migrants. Alors les migrants ne sont pas uniquement du sud vers le nord, mais il y a aussi énormément de migration sud-sud. Et il y a environ, grosso modo, la moitié des migrants internationaux sont des migrants sud-sud et la moitié seraient des migrants, un peu moins de la moitié d'ailleurs, sud-nord. Donc il y a énormément de migration qui se fait dans le sud, entre les Philippines par exemple, les pays du Golfe, etc., le Bangladesh, le Sri Lanka. Et donc il faut de nouveau nuancer les choses. Alors ce camion, vous le connaissez, ce sont des migrants qui essayent d'aller vers l'Europe. Et faut-il croire Alfred Sauvy, je n'ai pas la photo du livre ici, mais il avait fait un livre il y a une trentaine d'années et il parlait de l'Europe submergée. Ça c'est un grand sujet, est-ce que l'Europe sera submergée? Il y a eu 800 000 migrants qui ont été accueillis en Allemagne en 2015. Comme disait Angela Merkel, wir schaffen das, c'est-à-dire qu'on peut y arriver, on peut le réussir. Est-ce que ce sera vraiment l'avenir? Je crois qu'il y a tout un débat là sur les migrations qui est loin d'être résolu. Est-ce qu'il faut ouvrir les frontières? Est-ce qu'il faut au contraire les contrôler? Ce qui est préoccupant cependant, c'est que l'essentiel maintenant des ressources des pays européens vers l'assistance, l'aide au développement, va plutôt vers des programmes pour gérer les migrants, soit en Europe, soit, comme le propose le président Macron, de faire des postes avancés où on ferait des interviews de migrants dans les pays africains. Donc je pense qu'il y a tout un sujet et on est en train de chercher des politiques, mais je ne sais pas si on est arrivé à trouver de bonnes politiques actuellement. Dans les migrants, il y a une question très importante,
à savoir celle des transferts monétaires, ce qu'on appelle les remittances en anglais. Et il y a beaucoup d'économistes de développement qui disent plus il y aura de migrants, plus il y aura des transferts monétaires et plus les pays du Sud pourront bénéficier de ces transferts monétaires. Et ces transferts monétaires sont souvent plus importants que les transferts au titre de l'aide au développement. Je pense que, de nouveau, il faut nuancer les choses. Rappelons-nous que lors de la grande récession de 2008, il y avait toute une série de migrants qui étaient en Europe ou aux États-Unis qui ne pouvaient plus envoyer de l'argent au Sud, et c'est le Sud qui a envoyé de l'argent aux migrants du Nord, aux migrants originaires du Sud, mais qui étaient dans le Nord. Donc tout ça est à nuancer. Je crois qu'il y a un problème de données sur les migrations, et je sais que la division de population des Nations Unies essaye maintenant de faire un gros travail de collecte de données sur la migration internationale. Maintenant, j'en arrive à un sujet sur lequel j'ai quelques diapositives, à savoir la situation énergétique de l'Afrique. Donc, la demande énergétique en Afrique est seulement 4% du total mondial. Il y a 13% de la population mondiale qui se trouve en Afrique subsaharienne actuellement, puisqu'on a 1 milliard d'habitants. N'oublions pas qu'en fin de parcours, quand il y aura 4 milliards d'habitants en Afrique, ce qui est une possibilité, on sera à 35% de la population mondiale qui sera en Afrique subsaharienne, ce qui est tout à fait différent. Donc c'est un changement complet de paradigme. Il y a 620 millions d'habitants en Afrique qui sont sans électricité, 730 millions d'habitants qui utilisent toujours la biomasse pour cuisiner, et il y a toute une série de goulots d'étranglement énergétique, à savoir un manque d'investissement, des déficits de financement, la faible planification stratégique, l'absence de coopération régionale. Et il y a vraiment tout un chantier sur lequel on a planché pendant 3 jours cette semaine ici dans les bâtiments de l'Académie. Et les défis énergétiques de l'Afrique sont de satisfaire la demande croissante, de suivre et d'essayer de faire en sorte que l'on suive la croissance démographique, ce qui est très important, de faciliter l'accès de l'énergie aux pauvres et d'améliorer performance et durabilité. Alors, il y avait un slogan en anglais qui était assez intéressant, parce que l'Afrique a des atouts énergétiques. Elle a des atouts énergétiques en charbon, en hydroélectricité, en pétrole, en gaz. Elle a beaucoup de ressources peu carbonées. Elle a beaucoup de ressources à faible coût. Mais malgré ça, toujours, l'Afrique est, comme disait le slogan, resourceful but not yet powerful. Donc elle a beaucoup de ressources, elle a beaucoup d'atouts, mais elle n'a pas vraiment l'énergie dont elle a besoin pour le moment. Alors ça c'est pour l'énergie, et j'en viens maintenant à un autre secteur, à savoir le secteur de l'eau. Et là aussi je n'ai pas de diapositive, mais je vais partager ce que je peux vous dire ici, à savoir augmenter l'offre de l'eau, gérer la demande, et pour cela il faudra également essayer dans une certaine mesure de ralentir l'accroissement démographique. Donc problème de la démographie et du secteur de l'eau, et il y a aussi un impact environnemental, et là j'ai également des graphiques, des diapositives qui me manquent, à savoir la fameuse équation, l'impact environnemental, c'est la population que multiplie l'affluence, c'est-à-dire les richesses, et que multiplie la technologie. Il y avait eu un très bon rapport de la Royal Academy à Londres qui s'appelait People and the Planet. Ça avait été fait en 2012 sous la direction de Sir John Sulston. C'était un prix Nobel physiologie, un gars très sympathique, et on m'avait demandé de faire son briefing parce qu'il ne connaissait pas grand-chose à la démographie. Donc j'ai passé une matinée à lui mettre de la démographie dans la tête. Mais bon, il est très intelligent, donc il avait vite compris. Et lui, il a fait ce rapport, donc People and the Planet, et ils ont dit qu'il y avait vraiment une combinaison entre le nombre d'habitants, mais surtout les niveaux de consommation. Et je crois que c'est très important de voir cette combinaison. Malheureusement, j'ai lu en détail l'encyclique Laudato Si du pape François,
Et là, la question démographique est évacuée en une demi-phrase au paragraphe 50. Circuler, il n'y a rien à voir, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est uniquement la consommation. Alors j'étais un peu vexé quand même. Je me suis fendu d'une jolie lettre à sa sainteté et il m'a répondu. Enfin, il m'a fait répondre par un monseigneur qui s'appelle Borgia. Ça ne s'invente pas. Mais je crois qu'il a quand même accusé... Il a accusé le coup parce que j'étais très poli, mais quand même assez direct. Et c'est vrai que les documents du magistère sur la question démographique sont tristes. Enfin, si mes étudiants à Georgetown viennent avec ça, ben, ils auront un C-, pas un A. Donc, il y a vraiment un blocage. Enfin, j'étais très content d'avoir reçu une petite réponse quand même. Alors, structure par âge, et c'est le dernier aspect de cette deuxième partie, à savoir toutes les conséquences démographiques sur le développement, sur les différents secteurs du développement. Et il y a un collègue à Washington qui s'appelle Rich Cincotta et qui est devenu célèbre pendant quelques semaines, enfin c'est la célébrité des scientifiques, et parce qu'il avait prévu le printemps ou la révolution des jasmins en Tunisie. Et pourquoi il avait regardé la structure par âge, il a dit voilà, si vous avez autant de jeunes dans un pays, vous avez ce qu'on appelle le youth bulge, donc une sorte de gonflement des jeunes, et bien vous allez avoir des gros ennuis. Et donc il fait ce genre de travail, pays par pays, il essaye de montrer qu'il y a une relation entre la structure démographique et les problèmes de ce qu'on appelle la sécurité, les problèmes de... Alors évidemment, tout ça dépend des définitions parce qu'il y a vraiment des graves problèmes de sécurité dès que vous avez une échauffourée qui a une manifestation et que vous avez, je crois que le seuil c'est 25 ou 30 victimes, donc décès, ce qui est déjà beaucoup, mais donc on compte, on fait une comptabilité de ce genre d'événements et puis on essaye de voir la structure démographique, mais je pense que la causalité est extrêmement difficile à établir dans ce genre de travail. Et ce que Cincotta a essayé de faire, c'est de montrer la structure par âge et les conflits en montrant qu'il y avait, dans 80% des nouveaux conflits, il y avait à peu près toujours au moins 60% de la population en dessous de l'âge de 30 ans. Donc ça, ce sont les travaux. D'ailleurs, c'est lui qui m'avait préparé les diapositives et ça vient de Population Action International. Ils avaient fait toute une série de travaux là-dessus. Il y a tout un domaine de la démographie, notamment aux États-Unis, mais peut-être moins en Europe, qui travaille sur démographie, sécurité. Il y a des gens qui font ça depuis 30 ou 40 ans et qui essayent de montrer et de démontrer, ce qui est beaucoup plus difficile, qu'il y a vraiment une relation entre ces structures par âge et les périodes de conflits, de révolutions, etc. Et le printemps arabe, dans une certaine mesure, peut s'expliquer par la démographie, encore qu'il faille être prudent. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a toute une série de jeunes qui sont très nombreux, puisque vous avez un youth bulge, vous avez toute une série de jeunes en dessous de 30 ans qui ont des études qui ne sont pas très monnayables sur le marché du travail, qui ne peuvent pas se marier parce qu'ils n'ont pas de logement et qui sont donc frustrés. Et ce sont ces gens-là qui sont les combustibles pour ce genre d'éruption, de conflits sociaux, etc. Et donc ça, c'est un autre domaine encore des conséquences de la démographie sur les différents secteurs. Donc pour me résumer, j'ai essayé de vous démontrer dans cette deuxième partie qui était consacrée aux conséquences de la croissance démographique en Afrique subsaharienne, savoir qu'il y avait des zones fragiles, on a vu celle du Sahel en particulier, mais il y a aussi la corne de l'Afrique, à l'est de l'Afrique, les questions d'urbanisation, les questions de migration, les questions d'énergie, l'eau et l'environnement, et enfin les relations entre démographie et sécurité, à savoir les conflits. Alors je vous propose maintenant, il est presque 6 heures, on fait une petite interruption de quelques 5 minutes. Après la première partie, la croissance démographique et les différentes implications sur le plan démographique en Afrique subsaharienne. Deuxième partie, les conséquences de cette croissance démographique dans différents secteurs.
j'en arrive maintenant au cœur de notre sujet, à savoir quelles pourraient être les opportunités économiques pour l'Afrique, à savoir ce fameux dividende démographique. Alors, comme je vous l'ai dit, ce dividende démographique a une définition bien particulière et il vient d'un examen de ce qui s'est passé en Asie de l'Est, à savoir les tigres asiatiques, dans les années 80-90. Tous ces pays ont connu des croissances démographiques très importantes et quand on a étudié ces évolutions économiques, on a été obligé de tenir compte de transformations démographiques qui se sont produites dans ces sociétés, à savoir des baisses très rapides de fécondité, une augmentation forte de la couverture contraceptive et en même temps des politiques économiques très judicieuses. Et c'est assez curieux parce que finalement les pays asiatiques c'était comme des monsieur Jourdain de la démographie, ils faisaient du dividende démographique sans le savoir, comme monsieur Jourdain faisait de la pro sans le savoir. Et cette théorie a été une sorte de théorie qui a été créée après coup, ex post si je puis dire, et on a parlé de cette théorie du dividende démographique. Alors la définition même du dividende, c'est un surplus de produit intérieur brut suite à une population en âge de travailler qui est plus importante, puisque vous savez que lors de la transition démographique, c'est la structure par âge qui va changer. Vous vous souvenez des pyramides des âges. Et donc au centre de la pyramide, vous allez avoir relativement plus d'actifs. Et en dessous de la pyramide, vous allez avoir relativement moins de jeunes dépendants. Et au début de ce processus, les gens âgés de 65 ans et plus sont toujours relativement peu importants. Si vous prenez maintenant toute l'Afrique subsaharienne et que vous prenez les 65 ans et plus, vous avez seulement 3% de la population subsaharienne qui a actuellement plus de 65 ans. Donc il y a un moment favorable, ce qu'on appelle la fenêtre d'opportunité démographique, durant laquelle les jeunes dépendants sont relativement moins importants parce qu'il y a moins de naissances. Les actifs en âge de travailler 15 et 65 ans, je vais revenir sur ces chiffres parce qu'il faut les nuancer, mais les 15-64 ans sont relativement plus importants et les gens âgés au-dessus de la pyramide, les 65 et plus, sont toujours encore relativement peu nombreux, à savoir 3% de la population. Alors, ce sont les taux de dépendance qui deviennent plus favorables, qui permettent justement de libérer des ressources. Et c'est une situation qui va se dérouler dans le temps, mais qui ne va pas durer tout le temps. C'est 30, 40, 50 ans environ. Donc cette fenêtre d'opportunité démographique. Et cette fenêtre est très importante parce qu'elle s'ouvre et puis elle se referme à un moment. Et ensuite, il y a un déclin important de la fécondité, mais petit à petit, suite à la transition démographique, il va y avoir un vieillissement de la population et cette fenêtre va se refermer, donc la situation va devenir moins favorable. Cette fenêtre va s'ouvrir et va se refermer. Et c'est pendant cette période d'opportunité que l'Afrique pourrait saisir et capter un dividende démographique. Alors les choses sont un peu plus complexes que ça parce qu'en fait il y a deux dividendes démographiques. Il y en a un premier dont on parle essentiellement. Il faut évidemment en avoir d'abord un premier avant de penser en avoir un second. Et ce premier dividende démographique survient quand la fécondité va baisser, que les adultes deviennent relativement plus nombreux. Et ça génère un surplus économique. Mais le deuxième dividende peut survenir quand les richesses qui ont été créées par les acteurs du premier dividende sont investies, sont épargnées et peuvent éventuellement, parce que les gens achètent de l'immobilier, ils ont des portefeuilles d'actions, etc.,
peuvent bénéficier d'un second dividende grâce aux efforts qui ont été réalisés lors du premier dividende démographique. Quand on parle de dividende démographique en Afrique, on parle essentiellement du premier dividende, puisque c'est le premier dividende qu'il faut d'abord engranger avant de penser à un deuxième dividende. Dans le changement démographique qui amène au surplus économique, et ça c'est aussi très important, on peut utiliser ce surplus économique soit pour renforcer la formation du capital humain, éducation, santé, etc. Mais on peut aussi l'utiliser pour faire des investissements productifs, industrialisation, etc. On peut s'acheter des biens publics. On peut par exemple faire des campagnes de vaccination et avoir une population en meilleure santé, ce qui serait un bien public. On peut aussi, pourquoi pas, renforcer les programmes de planification familiale, c'est aussi un bien public. On peut améliorer les niveaux de consommation, mais on peut aussi gaspiller les résultats du dividende démographique. Et il y a certains pays qui ont acheté des armes ou qui ont fait des dépenses de prestige, etc. Il faut toujours acheter un nouvel avion pour la présidence. Et donc il y a plusieurs façons d'utiliser ce surplus démographique. Et c'est vraiment la transition de la structure par âge qui est essentielle, parce que de la pyramide pyramidale de la gauche, je parle ici de la Thaïlande, en 70, 90, 2010, on arrive vraiment à une pyramide qui est favorable au dividende démographique et puis une pyramide qui pourrait être éventuellement favorable à l'obtention d'un deuxième dividende démographique. Dans le cas de la Thaïlande, ces diapositives sont d'habitude plus dynamiques, mais comme elles sont maintenant en PDF, elles sont gelées, mais heureusement elles sont visibles cette fois-ci. Le dividende démographique en Thaïlande, on voit que la fécondité a baissé sur la gauche et que le GDP per capita a augmenté de manière considérable. Il y a aussi une relation, et là je vous montre une diapositive sur la Chine, entre travailleurs et retraités. Vous aviez en 2017 7 travailleurs pour un retraité, et au fil du temps, avec le vieillissement démographique 2050, ce sera seulement 2 travailleurs pour un retraité. Donc vous voyez que ce vieillissement démographique qui peut se produire de manière assez rapide, et ça a été le cas de la Chine. La Chine, qui vous le savez, avait en 71 fait un programme de planification familiale, en 79 la politique de l'enfant unique, et politique qui est devenue maintenant celle des 2 enfants, si je puis dire, en 2015. De même manière, entre certains pays d'Afrique qui sont au nord, ici au sommet du graphique, et d'autres pays asiatiques, on voit que les dividendes vont être différents parce que la structure par âge de l'Afrique va évoluer, mais va évoluer plus lentement puisque l'Afrique rentre dans l'essentiel de sa transition démographique. Et enfin, j'ai 2 diapositives sur le Malawi. Et ça, c'est très intéressant parce que c'est les gens du Malawi qui sont classés selon les quintiles de richesse. Et on voit que dans le Malawi pauvre, ici, vous avez toujours énormément de jeunes dépendants et vous avez une population active qui est relativement moins importante, mais que dans le Malawi riche, le quintile le plus élevé, c'est le contraire qui s'est produit, puisque vous avez déjà une transformation plus rapide de la structure par âge. Donc on pourrait imaginer, et je pense avoir fait déjà présenter cet argument auparavant, que l'on pourrait voir certains segments seulement de la population bénéficier d'un dividende démographique. Donc c'est peut-être l'idée que tout un pays bénéficierait d'un dividende démographique, qui est peut-être une idée fausse, à savoir qu'il y aurait certains groupes ou sous-groupes de la population qui sont mieux éduqués, qui sont en meilleure santé, etc., mieux formés, ou déjà plus modernes dans leur comportement démographique, qui pourraient bénéficier plus facilement d'un dividende démographique.
Cette idée n'est pas très étudiée pour le moment, c'est une idée qui circule, mais sur laquelle j'ai vu relativement peu de littérature pour le moment. Donc ça, c'est la troisième partie de cette présentation, à savoir ce qu'est le dividende démographique. Et donc, comme vous le savez, je profite parce qu'il y a des nouveaux arrivants. On a d'abord parlé de la démographie de l'Afrique, on a parlé des conséquences de la démographie sur les différents secteurs. Troisième partie de l'exposé, c'était sur le dividende démographique lui-même. Et maintenant, j'arrive à la dernière partie principale de cette présentation, à savoir, est-ce qu'on pourrait imaginer avoir un dividende démographique en Afrique? Et c'est pour ça que notre livre, en fait, s'appelle Africa's Population in Search of a Demographic Dividend. On est à la recherche d'un dividende. On n'est pas là pour dire ce sera le dividende ou ce sera le désastre pour effrayer les gens. On essaye de voir quelles sont les conditions qui pourraient être réunies pour obtenir un dividende. Alors on a parlé il y a quelques temps, il y a quelques diapositives, on a parlé des tigres asiatiques et nous ce qu'on aimerait voir c'est des lions africains. Alors ça nous permettrait de libérer des énergies et d'avoir éventuellement un dividende démographique. Alors, l'idée, et c'est toute la discussion actuelle, et c'est celle qui aura lieu à Cape Town semaine prochaine, la conférence internationale sur la population, organisée par l'Union internationale pour l'étude scientifique de la population, c'est comment vraiment répéter, répliquer, reproduire ce dividende démographique en Afrique. Et c'est un peu plus difficile qu'il n'y paraît, et c'est probablement plus difficile que cela n'a été le cas en Asie. Pourquoi? Parce que le monde a bien changé depuis 1970, 60, 70, même des années 80. Technologie, robotisation, communication, marché interconnecté. Il y a toute une série de choses qui font que le Fonds monétaire, par exemple, fait des prévisions. Il faudrait avoir 18 millions de nouveaux emplois chaque année en Afrique. Est-ce que c'est le secteur manufacturier qui va amener ces emplois? Est-ce que c'est l'agriculture? Est-ce que c'est le renforcement du secteur informel ou la formalisation du secteur informel? Est-ce que ce sera dans le secteur formel? Il y a toute une série de questions sur lesquelles, je pense, on n'a pas vraiment de réponse très claire à ce stade, mais on peut tout de même dire que population matters, que la démographie reste importante et reste une des bases sur lesquelles il faut s'appuyer pour essayer justement d'obtenir un dividende démographique, puisque cela implique une baisse rapide et substantielle de la fécondité. Il y a toute une série d'interventions politiques qui peuvent être mises en place. Et à l'interruption, je crois que quelqu'un est venu me trouver en disant « Mais au fond, pourquoi est-ce que cette fécondité est toujours tellement élevée en Afrique ? Est-ce que c'est culturel? Est-ce que c'est les traditions? Est-ce que c'est la religion? Est-ce que je pense que c'est aussi, dans une certaine mesure, le manque de vision politique. Et je me souviens moi-même, ayant parlé à des chefs d'État ou à des ministres, des premiers ministres, des ministres des Finances, c'est pas toujours facile de vraiment convaincre les leaders politiques. Alors, un jour, j'étais à Madagascar et j'avais rencontré le président de l'époque, qui était Ravalomanana. Et lui, il était absolument convaincu qu'il fallait faire baisser la fécondité. C'était de la musique à mes oreilles, vraiment formidable. Un homme très intelligent, très intuitif, etc. Alors, il nous a dit, j'étais allé le voir avec James Bond, parce que vous savez que James Bond travaillait à la Banque mondiale, et il nous a dit, mais on va faire la transition de fécondité, on va la faire en 2 ans. Voyez, pensez-vous, on va faire ça en 2 ans. Alors on était un petit peu dubitatif. Et alors on lui expliquait, mais Monsieur le Président, c'est une question de génération, ça va prendre du temps, c'est pas facile, il faut changer les mentalités, etc. Et alors c'était un petit homme, je ne sais pas, certains d'entre vous l'ont peut-être rencontré, très agité, très nerveux, etc. Il m'a dit, oui, je vous comprends parfaitement, nous allons la réaliser en 3 ans. Donc, bon...
Mais parmi tous les leaders que j'ai eu l'occasion de rencontrer en Afrique, c'était quand même un de ceux qui était le plus ouvert sur la question, un de ceux qui avaient compris les enjeux, parce qu'il y avait des enjeux de santé publique, il y avait beaucoup d'avortements qui avaient lieu en Madagascar, et il voulait vraiment intervenir les choses, mais les choses sont plus complexes. Alors, dans d'autres cas, dans d'autres pays, bon, vous pouvez expliquer tout ce que vous voulez au chef de l'État, mais le chef de l'État va vous répondre que les enfants naissent avec une bouche, mais ils naissent avec deux mains, donc il n'y a pas de problème. Donc ils vont pouvoir travailler, ils vont pouvoir faire l'agriculture. Donc il y a toutes sortes d'arguments qui font que finalement les dirigeants bottent en touche et ne veulent pas vraiment s'atteler à cette question démographique. Et ça me rappelle aussi une longue discussion que j'avais eue avec un ancien Premier ministre du Mali, qui était un homme remarquable, l'ancien ministre de la Santé, etc. Il avait tout compris, il était vraiment un gars brillant, et puis il a décidé de ne rien faire parce que ça allait déplaire aux électeurs, etc. Il y avait eu d'ailleurs des manifestations au Mali suite à la réforme du Code de la famille, il y avait eu des 50 000 personnes dans la rue à Bamako, donc tout ça est extrêmement fragile, délicat, et c'est toujours, la démographie c'est toujours une patate chaude, que d'ailleurs le Fonds monétaire et la Banque mondiale se refilent rapidement. Donc si vous allez à la 19e rue à Washington, vous verrez des patates chaudes qui passent, et c'est du Fonds monétaire qui renvoie une patate chaude à la banque, ou la banque qui renvoie une patate chaude au Fonds monétaire. Donc c'est pas facile d'obtenir l'adhésion des dirigeants sur cette question. Pourtant, ces interventions politiques sont très importantes, parce qu'il faut non seulement probablement faire baisser la fécondité de manière plus rapide en augmentant, en relevant l'âge au mariage, en augmentant la couverture contraceptive, en élevant le niveau d'éducation, surtout des femmes, etc. Donc former le capital humain. Mais il faut agir sur plusieurs secteurs, agir en même temps, agir de manière continue. Cesser de faire du stop and go, c'est-à-dire faire un petit peu et puis arrêter puis recommencer. Il faut travailler sur plusieurs dizaines d'années et vraiment avec une vision constante, avec une vision soutenue du développement. Et comme dit le proverbe africain, le meilleur moment pour planter un arbre, c'est il y a 20 ans, mais le nouveau meilleur moment, c'est maintenant. Il faut commencer tout de suite. Il faut commencer faire ce politique directement. Alors, dans ces interventions politiques, il y a un très bon numéro de la revue Population and Development Review, qui est en ligne, qui est accessible en open access, et c'est sur la fécondité en Afrique. Et j'ai publié un article sur The Politics of Family Planning en Afrique, où j'ai essayé de montrer que les dirigeants sont un peu ambigus sur cette question du planning familial, que les agences de développement elles-mêmes ont changé de politique. Il y a eu certaines crises, comme celle du sida, qui a fait que les efforts en planning familial ont été mis sur le côté, parce qu'il y avait une crise plus importante et plus urgente. Il y a aussi le fait que il y a toute une série d'autres problèmes il y a des effets de mode dans le développement. Vous avez le changement climatique, la gouvernance, etc., etc. Et donc, les composantes clés ici d'un environnement favorable, ce serait d'avoir évidemment des secteurs de l'éducation et de santé renforcés. Et là aussi, une baisse de fécondité permettrait d'avoir une meilleure formation. Je me souviens avoir fait une présentation au Mali. Il y avait 150 personnes dans la salle et puis il y avait 200 personnes à l'extérieur de la salle qui essayaient d'écouter. C'est ce qu'on appelle les Maliens de l'extérieur. Et il n'y a pas moyen de faire un enseignement de qualité avec des cohortes d'étudiants qui sont trop nombreuses. Et quand la ministre d'ailleurs de l'Éducation au Mali avait essayé de dire bon, il faudrait peut-être avoir moins d'enfants pour qu'on puisse les former davantage, ça avait créé un tollé parce que c'est tellement contraire aux idées dominantes et à la culture de la société. De larges programmes en planning familial, j'en ai parlé, mais aussi créer une demande pour une taille familiale plus petite, ce qui n'est pas toujours facile à faire. Création d'emplois, j'ai parlé de 18 millions d'emplois chaque année.
a créé pendant environ 25 ans, ça fait 450 millions d'emplois. Et enfin, engagement de politique et de bonne gouvernance. À titre de comparaison, maintenant, l'Inde, que vous connaissez, vous suivez les événements en Inde, a besoin de créer 1 million de nouveaux emplois chaque mois. Ça fait 12 millions d'emplois par an. L'Afrique, dans sa totalité, va devoir créer 18 millions d'emplois par an. Donc ça fait 1,5 million d'emplois chaque mois, si vous faites le calcul. Alors que l'Afrique est moins peuplée que l'Inde actuellement, mais l'Afrique est beaucoup plus jeune dans sa structure par âge et le nombre de gens entre 15 et 64 ans va augmenter de manière vraiment exponentielle par rapport aux jeunes de moins de 15 ans et aux gens âgés de plus de 65 ans. Alors ce qu'il faut, c'est un peu la difficulté, c'est de faire tout en même temps, entre la structure de la population et le dividende démographique. Il faut que toutes ces petites roues dentées se mettent en route ensemble. On pourrait d'ailleurs en ajouter. On pourrait ajouter celle de l'énergie. On pourrait ajouter celle du genre qui manque et qui devrait probablement être dans la petite roue orange sur la santé. Mais il y a l'éducation, il y a la santé, la gouvernance, les politiques économiques, etc. Donc c'est vraiment tout ça qu'il faut mettre en route. Et c'est très difficile finalement de proposer aux pays, ils n'ont pas toujours la capacité institutionnelle et la capacité managériale, les hommes et les femmes qu'il faut, qui sont en place dans le secteur public pour mettre toutes ces politiques en route. Et j'étais récemment en Mauritanie pour conseiller le gouvernement sur la nouvelle politique de population. Et on a essayé de faire une politique de population qui soit vraiment en vue d'obtenir, de préparer le chemin pour obtenir un dividende démographique. Mais pour eux, ils ont bien fait, ils ont vraiment cette vision maintenant de faire un nouveau dividende, d'obtenir un dividende démographique. Mais ce n'est pas toujours facile à mettre en œuvre au niveau des différents ministères sectoriels et du secteur privé, le partenariat avec le secteur public. Tout ça est assez complexe et comme je le disais, ça doit se faire sur 20, 30, 40 ans de manière continue, avec un financement soutenu, etc. Maintenant, je voudrais poursuivre en donnant quelques diapositives sur, disons, être un peu plus prudent que ce que l'on dit d'habitude. À savoir que, d'une part, on travaille surtout avec des taux de dépendance démographique. Donc c'est, si vous voulez, le nombre de gens actifs, 15-64 ans, au numérateur, divisé en dessous du dénominateur par les gens de moins de 15 ans et les gens de 65 ans et plus. Alors les choses sont un peu plus complexes parce qu'il n'y a pas seulement des taux de dépendance démographique, mais il y a surtout des taux de dépendance économique. C'est qu'au point de vue économique, peut-être qu'un jeune de 15 ans ne va pas directement travailler, il va travailler à partir de 18 ans, à partir de 22 ans, etc. Et quelqu'un de plus âgé va peut-être s'arrêter de travailler à 62 ans. Il y a aussi des gens qui ne sont pas employés, qui n'ont pas d'emploi et qui vont être aussi dans les dépendants. Donc avec mon collègue Vincent Turba à Georgetown, nous essayons de travailler sur des comparaisons de taux de dépendance démographique, qui sont les taux classiques donnés sur le site des Nations Unies, la division de population, que vous obtenez directement par simple calcul arithmétique avec les données démographiques. Et ensuite, on essaye de travailler sur les taux de dépendance économique. Et ça nous donne parfois des surprises pas toujours agréables, parce qu'on se rend compte que le taux de dépendance économique est beaucoup moins favorable que le taux de dépendance démographique. Et c'est ce que j'explique dans la diapositive suivante, à savoir que les taux de dépendance démographique ne sont pas suffisants pour cerner cette réalité et les différentes conditions qui permettront d'acquérir et de capter un dividende démographique. Il y a évidemment toute une série de raffinements qui sont possibles. Donc ce que nous voudrions faire, Vincent Turba et moi-même, c'est d'essayer de faire certaines modélisations avec des projections pour voir comment la baisse de fécondité
et la rapidité de la baisse, le décalage entre la baisse de fécondité et la baisse de la mortalité, tout ça pourrait influer non seulement sur les taux de dépendance démographique, mais aussi sur les taux de dépendance économique. Donc, je le disais en début de cette présentation, c'est du work in progress. C'est du travail qu'on est en train de faire. Et il y a toute une série de gens qui travaillent là-dessus. Il y a des modèles qui sont faits, des articles qui sortent dans les revues à comité de lecture, etc. Et nous voudrions proposer encore un autre concept qui est encore à l'état de projet pour le moment, à savoir la charge du taux de dépendance, à savoir quels sont les flux financiers qui doivent aller des actifs vers les dépendants, pour essayer d'obtenir une sorte de burden, comme on dit, il y a le burden of disease, le burden of dependency ratio. Donc tout ça, c'est des choses qui sont en gestation, qu'on essaye d'élaborer, de baliser pour le moment, et ce sera l'objet de notre communication au congrès de Cape Town la semaine prochaine. À savoir que l'on va passer de taux de dépendance démographique à des taux de dépendance économique et à des charges du taux de dépendance et comment les choses évoluent en fonction des différentes définitions qui nous sont données. En ce qui concerne la fécondité, on connaît les différents acteurs, les différents facteurs qui agissent sur la fécondité. Ils sont repris ici, le planning familial bien entendu, mais pas uniquement. C'est l'âge au mariage, c'est l'infécondabilité postpartum, c'est-à-dire la longueur de l'allaitement maternel. Est-ce que les couples reprennent les relations sexuelles plus ou moins rapidement après un accouchement, etc. Donc c'est tous les déterminants proches de la fécondité, les déterminants biologiques et comportementaux. Mais il y a aussi l'éducation, spécialement des jeunes filles, et la survie de l'enfance. Dans les politiques de population, alors je reprends des choses qui sont assez classiques et qui pourraient peut-être être améliorées avec d'autres considérations. Je vais vous les livrer dans quelques instants. À savoir, on voudrait étendre la couverture contraceptive, certainement, créer une demande plus forte pour une taille familiale réduite, créer un environnement favorable, éducation, santé, politique socio-économique, renforcer l'engagement des décideurs, ça je crois que c'est quand même important, parce qu'il y a tout de même des pays comme l'Éthiopie et le Rwanda qui ont fait des avancées sur la transition de la fécondité, mais ce sont tout de même des pays qui sont passablement autoritaires. Est-ce que ce sera possible d'avoir le même genre de résultats dans d'autres pays? Le Malawi pourrait être un exemple favorable, avec un régime moins autoritaire, et surtout assurer un financement adéquat et soutenu, parce que je pense que ce financement n'a pas été soutenu suffisamment dans les années précédentes. Alors vous reconnaissez tous Melinda Gates qui avait fait le sommet de Londres en 2012. 2017, ils avaient fait une initiative pour financée par la Fondation Gates mais d'autres partenaires pour essayer d'augmenter la couverture contraceptive, donc servir 120 millions de couples pendant environ 8 ans sur les 235 millions environ qui expriment des besoins non satisfaits en matière de planification familiale, à savoir des gens qui voudraient espacer une naissance pendant au moins 2 ans mais qui n'utilisent pas une méthode moderne. Et elle a refait ce sommet en 2017. J'ai eu l'occasion de la rencontrer juste avant le sommet de 2012 et on a parlé du Niger, puisqu'elle allait en voyage au Niger à ce moment-là. Des stratégies avancées qui ont été faites, on a parlé du Rwanda, avec le Result-Based Financing, on a parlé de l'Éthiopie, Health Extension Workers, 35 000 agents de santé qui ont été déployés à travers le pays. Et c'est tout de même assez impressionnant. C'est une photo que j'ai prise en Éthiopie. Et j'ai eu l'occasion de visiter une partie reculée de l'Éthiopie, près du lac Tana. Et j'ai vu des femmes arriver. Elles avaient marché 2 jours. Elles venaient chercher une piqûre contraceptive qui allait durer 3 mois. Et elles repartaient en bande, alors qu'un agent de santé, c'était même pas un médecin, avait donné la piqûre. Et elles repartaient ensemble pour des questions de sécurité dans leur village pendant 2 jours. Donc il y avait vraiment une motivation pour ces femmes d'espacer leur naissance ou de retarder la survenue d'une prochaine naissance. Et cette
C'était assez émouvant d'ailleurs de voir ces femmes qui bravaient beaucoup de difficultés, qui ne travaillaient pas pendant 2 jours. Et encore 2 jours, ça fait 4 jours quand même sur tous les 3 mois pour avoir accès à ce service. Et la fécondité et la contraception en Éthiopie à la fois a baissé pour la première et a augmenté rapidement pour la seconde, bien que, comme je l'ai dit tout à l'heure, on pourrait se trouver actuellement dans une phase où la fécondité en Éthiopie la baisse pourrait s'arrêter, ou du moins pourrait se ralentir. Donc on pourrait avoir cette situation de fertility stall que l'on connaît dans certains pays. Ça a été le cas du Kenya, ça a été le cas du Ghana, etc. Alors de nouveau, j'essaye d'être prudent et je ne veux pas proposer la planification familiale comme une panacée. Et je pense que tous les travaux montrent que les programmes de planification familiale amènent une baisse de la fécondité d'environ 1,5 à 1 enfant et demi de moins en moyenne au niveau macro-démographique. Alors, avec mon collègue Vincent Turba de Georgetown University, on travaille sur toute une série de conditions nécessaires, les conditions suffisantes, quelles sont les conditions pour obtenir un dividende démographique. Et parmi les conditions, il faut augmenter la capacité d'absorption du marché du travail. Il y a tout un débat actuellement à savoir à quoi va-t-on employer les jeunes qui arrivent sur le marché du travail en Afrique. Est-ce qu'ils vont aller dans le secteur informel? Est-ce qu'ils vont renforcer l'agriculture, qui est déjà pléthorique? Est-ce qu'ils vont aller dans le secteur formel? Il y a environ un quart des jeunes gens qui peuvent aller dans le secteur formel en Afrique et seulement 10% des jeunes filles. Il faut cibler les femmes, mais surtout les jeunes femmes, réguler les secteurs informels, tout en donnant des incitations à l'emploi, améliorer le niveau d'éducation, améliorer le niveau de compétences. Et c'est d'autant plus important, comme je vous le disais en début de cette présentation, quand on a parlé de l'Afrique. Ça, c'est un graphique important, à savoir que les 15-64 ans vont augmenter de manière exponentielle en Afrique. Donc ce sont ces gens-là qui auront besoin d'emploi, de se former et d'entrer dans la société et de gérer leur famille, etc. Alors, les travaux que nous faisons actuellement, on essaye de comparer le taux de dépendance démographique et le taux de dépendance économique. Et on voit que pour des pays, c'est une diapositive que nous avons préparée pour Cape Town, que dans les pays d'Afrique australe, on passe de 1 à 3, grosso modo, entre le taux de dépendance démographique et le taux de dépendance économique. Donc quand vous raffinez l'analyse et quand vous la rendez plus précise et que vous tenez compte du taux de dépendance économique, on arrive à des taux qui sont moins favorables pour obtenir un dividende démographique. De même, il faut mettre en place des politiques salariales. Tout ça fait partie du papier que nous allons présenter la semaine prochaine. Des politiques de salaire minimum, de cibler les pauvres au travail, qui finalement sont dépendants. Ils font aussi partie des dépendants. Cibler les jeunes, qui remplacent les gens âgés en tant que groupe le plus à risque de tomber dans la pauvreté, et mettre en œuvre une législation sur le salaire minimum dans les secteurs formels et informels. Par ailleurs, et c'est la dernière de ces politiques, il faut aussi des politiques sociales qui permettent d'avoir des filets sociaux pour les dépendants, que ce soit à cause de l'âge, du handicap, du chômage, du sous-emploi, mettre en place des politiques de genre, politiques de santé et d'éducation pour améliorer la productivité et cadres de bonne gouvernance. Pour conclure cette quatrième partie, à savoir comment est-ce qu'on pourrait avoir un dividende démographique en Afrique, je dois vous avouer que on n'est peut-être pas en mesure actuellement de donner toutes les recommandations politiques nécessaires. J'ai parlé de choses classiques, on va augmenter la prévalence contraceptive, on va augmenter
les programmes pour créer une demande pour une taille familiale plus réduite, on va éduquer les filles, tout ça c'est très bien. Mais est-ce qu'il n'y a pas d'autre chose que l'on pourrait faire, que ce soit au niveau communautaire d'une part, ou bien que ce soit des politiques tout à fait innovatrices et beaucoup plus audacieuses, qui se font actuellement dans certains pays à un niveau assez modeste. Il y a beaucoup de projets pilotes. C'est comme me disait un collègue en Gambie, il y a tellement de pilotes que l'avion s'écrase de temps en temps. Hein. Quand on fait tous des petits projets pilotes, il n'y a pas vraiment une vision d'ensemble. Mais est-ce qu'il n'y a pas moyen de trouver des politiques qui soient beaucoup plus novatrices, audacieuses, et par exemple de financer des femmes entrepreneurs avec des microcrédits pour qu'elles soient des agents de changement, plutôt que de faire toujours un peu la même chose, à savoir la planification familiale, la journée mondiale de la population. C'est la seule journée d'ailleurs le 11 juillet où on parle de population en Afrique. Les 364 autres jours, on n'en parle jamais. Est-ce qu'on ne peut pas faire des choses beaucoup plus innovantes, novatrices et, comme disent les Anglais, think out of the box. Donc c'est une chose à laquelle je pense qu'il faut réfléchir. Maintenant, je voudrais passer à la conclusion de cette présentation aujourd'hui et d'avoir un peu de temps pour des questions et réponses. Donc la conclusion, à savoir la population reste une dimension cruciale du développement, du moins je l'espère. La démographie influence tous les secteurs. Elle exacerbe certains problèmes. La surconsommation aggrave les tensions. Et les trois messages clés que je voudrais vous offrir en guise de conclusion, c'est que l'on peut agir sur les évolutions démographiques avec un certain degré d'efficacité, tout en respectant les droits de l'homme. Notre livre que vous avez vu au début essaye de faire le point actuellement sur cette question du dividende démographique en Afrique. Et nous disons bien que l'Afrique est à la recherche d'un dividende démographique, non pas qu'elle va l'obtenir ou qu'elle va le manquer. Et ce que nous avons essayé de dire dans notre conclusion, c'est que l'élément essentiel de l'avenir démographique de l'Afrique, ça va tout de même être la vitesse du déclin de la fécondité dans les 2-3 décennies qui vont venir. Je ne suis pas entièrement convaincu moi-même que l'Afrique, suivant l'hypothèse moyenne des Nations Unies, va atteindre 4 milliards d'habitants en 2100. On pourrait imaginer que l'Afrique soit calée, non pas sur l'hypothèse haute des Nations Unies, les 2,5 enfants par femme, mais pourrait un jour se caler sur l'hypothèse basse, 1,5 enfants par femme d'ici la fin du siècle. On pourrait imaginer que certaines transitions soient beaucoup plus rapides, pour autant que l'on puisse dégager les énergies d'acteurs privilégiés, les jeunes, les femmes, etc. Et le livre, dans le compte-rendu de Population and Development Review de John Bongartz, disait que le volume donne des choix clairs sur ce qu'il faut faire, mais la question essentielle, c'est tout de même de savoir si les gouvernements vont mettre en œuvre ces avis et peuvent mettre en œuvre des réformes qui sont vraiment importantes. Alors pour terminer, je vous signale qu'il y a un nouveau site web qui est consacré uniquement aux dividendes démographiques et qui est modéré par le Gates Institute à Johns Hopkins University. Et ceci étant dit, il nous reste un peu de temps pour des questions et des réponses. Merci beaucoup.